À Corbeil-Essonnes, comme tous les ans, l'ancien maire Serge Dassault préside les commémorations du 8 mai 1945. Déjà épinglé en 2009 pour achat de voix, Serge Dassault a-t-il à nouveau distribué de l'argent lors de la dernière élection municipale? La justice enquête. Serge Dassault a refusé toutes nos demandes d'interview. Ce jour-là, sa garde rapprochée s'interpose. Monsieur Dassault, on voudrait vous poser quelques questions C'est pas le moment. pour Canal+, s'il vous plaît. C'est pas le moment, merci. Est-ce que... Non, pas de question, merci. Monsieur Dassault, on vous accuse. Vous n'allez pas bien? Vous allez pas bien? Je vais très bien. Beaucoup de témoignages confirment que vous achetez les élections ici à Corbeil-Essonnes, monsieur Dassault. Vous faites quoi là? Vous filmez? On lui va une chaise dans sa tête, il va. Il est où la chaise? Vous allez pas bien ou quoi? Oui, Mais vous arrêtez. Monsieur Dassault. il n'est pas là, monsieur. Il est parti là. On traite les journalistes correctement quand les journalistes se comportent correctement. On est Vous vous correct. comportez comme des voyous. Comme le sénateur UMP Serge Dassault, en France, de nombreux élus locaux dérapent. De Jean-Pierre Cucheda, président socialiste de l'agglomération Lens-Liévin, à Jean-Noël Guérini, patron socialiste du Conseil général des Bouches-du-Rhône. Enquête sur ces barons méconnus que la justice soupçonne de tricher avec la démocratie. Serge Dassault, c'est l'histoire d'un héritier qui a fait prospérer le groupe aéronautique fondé par son père en 1947. Après les mirages de Marcel, Serge vend ses Rafales à l'État français. Il diversifie le groupe dans l'immobilier, les grands crus de Bordeaux et les nouvelles technologies. Avec un patrimoine estimé à 10 milliards d'euros, Serge Dassault est la 5e fortune de France. C'est aussi un homme de pouvoir. Figure de l'UMP, il rachète en 2004 le Figaro, le très influent quotidien de la droite française. J'ai 3 amours, hein, ma femme, mon travail et Corbeil. Voilà. Corbeil-Essonnes, un fief communiste en banlieue parisienne qu'il a arraché à la gauche en 1995. Son ascension politique démarre il y a 36 ans, récit d'une biographe de Serge Dassault. Serge Dassault fait ses premiers pas en politique en 1977, à Corbeil-Essonnes. C'était une citadelle communiste, réputée imprenable, donc personne ne voulait y aller. Il cherchait en fait à se prouver qu'il était capable de percer en politique et qu'il n'était pas qu'un héritier. Serge Dassault s'y reprend à 4 fois avant de réussir son pari. En 1995, il bat la candidate communiste et devient pour la première fois maire de Corbeil-Essonnes. La droite ici, à Corbeil-Essonnes, fait dorénavant 58% des voix. C'est son trophée personnel. Il a dit « j'abattrai le Parti communiste » et il y est arrivé. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est une ville communiste, c'est une ville qui est mal gérée, c'est une ville triste. Et j'ai tellement d'amis que je voulais pour eux les libérer de cette ville et leur donner quand même de l'espoir d'une vie meilleure. Mais au moment même où il l'emporte, une rumeur court. Serge Dassault aurait payé des habitants des cités afin qu'ils votent pour lui. Il n'y a plus de polémique, c'est fini, on a gagné, on est heureux, on oublie tout. Serge Dassault à Corbeil, c'est l'histoire d'un milliardaire qui a su se rendre indispensable dans les cités. Pour devenir le baron des cités, Serge Dassault a besoin de relais dans les quartiers. L'un d'eux raconte pour la première fois comment il a aidé Serge Dassault à l'emporter, comment il a retourné des habitants des quartiers qui votaient jusque-là communistes. En 1995, il y a un groupe de personnes qui a décidé de se mettre au service de Serge Dassault. Et ces personnes lui ont proposé un marché. Le marché, c'était nous vous aidons à conquérir cette ville et vous, en contrepartie, vous nous aidez. Selon lui, Serge Dassault aurait accepté le marché. Notre témoin et son groupe auraient alors commencé à convaincre les habitants des cités. On leur promettait que si M. Dassault était élu,
ils auraient des petites rémunérations en compensation en plus de leur vote. C'est quoi ces rémunérations? On parle de quoi comme ça, non? 1000 francs, 2000 francs, 500 francs. Il est évident que celui qui faisait voter 20 personnes pour Serge Dassault touchait une somme plus conséquente que la personne qui en faisait voter une ou deux. C'était très organisé. Bonjour, monsieur Dassault. Ça va bien? Continuez comme ça, monsieur Dassault. Serge Dassault répondait favorablement quasiment à tout. Et ce système s'est institué petit à petit, jusqu'à prendre des proportions incroyables. Alors, vive le Père Noël. Où est le Père Noël? À Corbeil, désormais, il n'y a pas que les enfants qui croient au Père Noël. Oui, Mélanie. Les familles modestes ont vite compris qu'elles pouvaient compter sur Serge Dassault. Ah, oh là là. À l'approche des élections, les gens se disent « Ah, enfin, des élections ». Les gens ne vivent qu'à travers les élections. C'est-à-dire que, ah, enfin, on va pouvoir toucher de l'argent. Voilà. En 2001, Serge Dassault est réélu maire dès le premier tour contre un nouveau candidat communiste, Bruno Piriou. À l'époque, l'adjoint à la jeunesse de Corbeil voit l'ambiance se dégrader. De plus en plus de jeunes réclament de l'argent liquide à Serge Dassault. Aujourd'hui encore, il se souvient d'une scène surprenante. Il y a eu une invasion, une intrusion dans un conseil municipal pour réclamer à moi et à l'ensemble et à M. Dassault de l'argent pour partir en vacances, comme si c'était indu. Ce qui m'a surpris, c'est la violence qui s'est instaurée. Et ce qui m'a surpris aussi, c'est quand certains des jeunes qui venaient à mon bureau pour me réclamer de l'argent pour partir en vacances et que je mettais à la porte de mon bureau, il m'arrivait de les croiser quelques jours après ou 15 jours après et d'avoir le droit à un bras d'honneur pour me dire « tu sers à rien, on est allé voir le vieux et on va partir ». Le vieux, c'est comme ça que les jeunes de Corbeil appellent Serge Dassault. Au milieu des années 2000, un groupe qui a contribué à son élection débarque dans son bureau. Il vient à nouveau réclamer de l'argent. Scène surréaliste qu'il filme en caméra cachée. Monsieur le maire, on souhaite savoir si vous pouvez nous aider. D'accord. Pratiquement, vous aider, c'est 30 000 €. Donc, avec 30 000 €, vous êtes content. Ah oui, complètement. Oui, il faut 50 000 € pour son... Moi, je ne dis rien, je dis ça ne me paraît pas beaucoup. Maintenant, si vous débrouillez avec ça, tant mieux. Vous avez raison tout à l'heure quand vous avez dit que c'était pas fait, et franchement, c'est vrai, maintenant j'ose vous le dire, c'est 80 000 € pour commencer bien. Je vous remercie tout avez fait, parce que c'est vrai que c'est... Si on est aujourd'hui, c'est une grande partie grâce à vous, c'est le soin, et je rappelle pas. Plusieurs de nos sources l'affirment, Serge Dassault aurait ainsi versé de grosses sommes d'argent à certains jeunes de Corbeil. Au même moment, l'opposant communiste Bruno Piriou acquiert une conviction. Un système de corruption électorale s'est mis en place à Corbeil. Il y a en France des systèmes de corruption qui sont dus à l'argent de la drogue. À Corbeil-Essonnes, ce qui est incroyable, c'est que c'est l'argent de Dassault qui a créé un système de corruption. Sans son argent, oui, nous aurions gagné les élections en 2008. L'élection municipale de 2008, Bruno Piriou l'a encore en travers de la gorge. À l'époque, l'élu communiste cherche à prouver que la corruption règne à Corbeil. Non, juste un mot sérieux, non, sérieux. Pendant toute la campagne, il se fait suivre par une caméra. Son but, faire avouer aux milliardaires qu'il distribue des enveloppes d'argent aux électeurs. Les enveloppes, vous en avez des enveloppes quand même. Bon, vous l'avez dit au conseil municipal que vous étiez généreux. Les gens... Qu'on en a besoin. Et bon. Et comment vous les aidez? Vous les aidez avec quoi? Et sur le plan humain, pas pour avoir de l'enveloppe. Oui, mais vous leur donnez de l'argent, c'est ça? Très peu. Très peu. Bon, ouais, mais vous savez, on n'a pas la même échelle des valeurs entre nous. Hein. Ils avaient la liste des personnes qui avaient des retards de loyer, qui avaient des retards de paiement de factures, et ils allaient les voir pour les payer. Le jour de l'élection à Corbeil, la caméra de Bruno Piriou tourne toujours. Près d'un bureau de vote, l'élu communiste repère un groupe de jeunes. Il les soupçonne de faire pression sur les électeurs. Vous allez vous tenir à carreau, d'accord? Hein? Tranquille. Donc ici, c'est la République. On laisse les gens voter tranquillement. Donc tout va bien se passer aujourd'hui, d'accord? Ça peut que bien se passer. Surtout si on gagne ce soir, ça va être super. C'est qui on? Serge Dassault. Ah, c'est pas une ville tout à fait comme les autres ici. Est-ce que vous pouvez m'accompagner 2 minutes, s'il vous plaît? Oui, bien sûr.
Les citoyens, ils décident d'aller voter. Ils arrivent là, il y a une bande de mecs qui sont payés par Dassault, et ils arrivent là, on leur tombe dessus, on leur dit voilà, il faut voter Dassault. Ah, c'est pas des règles, c'est pas comme ça dans les bureaux de vote, quoi, normalement. Mais en 2008, Bruno Piriou est à nouveau battu par Serge Dassault. Le maire de Corbeil reste en place. UMP Serge Dassault, 82 ans, sauve son siège à Corbeil-Essonnes. À gauche échoue pour 170 voix. L'indéboulonnable Serge Dassault continue à faire sa loi au conseil municipal. Un conseil municipal, ça sert à discuter entre nous. Vous êtes un des rares maires à instituer un temps de parole avec une pendule comme ça. Laissez-nous au moins nos 5 minutes sans être interrompu par le bailleur. Et à 5 minutes, monsieur le maire coupe le micro. De la réalisation du projet sur mon conseil. On ne... Bien, il est terminé. Bien, écoutez, moi on parle des associations, on parle pas du modem. Allons. 3 mirages. Non. On ne peut pas en parler, donc je n'en parle pas. Mais j'ai une pensée pour des élus qu'il y a un an vous ont fait. C'est pas le moment. On ne peut pas en parler. C'est pas le moment. En juin 2009, mauvaise nouvelle pour Serge Dassault. Son élection est invalidée. Le Conseil d'État invalide les résultats de la dernière élection municipale, estimant que le maire sortant, Serge Dassault, a acheté des voix. Serge Dassault est déclaré inéligible. Alors il va tenter de faire élire à sa place l'un de ses plus proches salariés au sein du groupe Dassault. Il s'appelle Jean-Pierre Bechter et n'a aucune attache à Corbeil-Essonnes. Qu'importe, c'est toujours Serge Dassault qui fait campagne. Ah bien. Leur slogan est clair, voter Bechter, c'est voter Dassault. En octobre 2009, Jean-Pierre Bechter est élu maire, enfin, officiellement. C'est moi qui serai maire, mais c'est lui qui a conduit la liste, c'est lui qui l'a inspiré. Donc Serge Dassault a bien été réélu pour la 4e fois maire de Corbeil-Essonnes face à des communistes. Après de nouvelles contestations et une nouvelle élection, Jean-Pierre Bechter est élu maire en 2010. Mais une fois de plus, son élection fait polémique. Nous avons retrouvé un acteur clé de cette campagne municipale de 2010. Et une nouvelle fois, la victoire se serait jouée au cœur des cités, avec l'aide de Serge Dassault. Il y a une réunion qui s'est passée dans cet immeuble-là. Ici, on est monté au 2e étage chez quelqu'un. Et après, on a discuté avec le vieux. Il y avait 15 personnes à peu près dans l'appartement. Oh quoi? Bien mon frère. En 2010, notre homme dit avoir organisé de nombreuses réunions chez l'habitant pour Serge Dassault. L'une d'elles se serait déroulée derrière cette porte. Qu'est-ce qu'il a fait Là, on était dans sa part. Tout le monde mange ensemble. Dassault au milieu des habitants. Il est assis avec un ancien dealer, un ancien braqueur, un commerçant du coin, un habitant du coin, un père à la retraite. Ils mangent avec nous, on est assis tous autour de la table, quoi. On leur dit que il va vous aider à avoir un appartement, à avoir un travail, à améliorer votre quotidien. On leur dit pas directement que vous allez avoir une enveloppe, vous voulez combien? C'est le monsieur, là. Vous connaissez monsieur Dassault? C'est le monsieur Dassault, il est là. Voilà. Bon, merci. C'est la première fois que j'ai vu ça, j'avais 9 ans. Quand on nous annonçait que Dassault venait dans le quartier, c'était un jour de fête. On savait qu'on allait avoir tout ce qu'on voulait. Des bonbons, des gâteaux, tout ce qu'on voulait. Après, avec l'âge, on s'est rendu compte que dans les réunions d'appartements, ça a monnayé pas mal d'argent. À l'approche de l'élection municipale, c'est Serge Dassault, 85 ans, qui mouille la chemise. Il participe personnellement à ces réunions d'appartements. Nous nous sommes procuré l'agenda du milliardaire, préparé par sa secrétaire personnelle, Wilby. Exemple, le mercredi 24 novembre 2010. Serge Dassault participe à une réunion d'appartements chez un adjoint au maire, en présence de Jean-Pierre Bechter et d'une vingtaine de voisins. Dans la dernière ligne droite de la campagne, notre témoin reçoit tous les jours des SMS de la secrétaire de Serge Dassault. Je suis arrivé à lui faire accepter d'avoir 2 réunions dans le même quartier. Ta mission est de faire en sorte que tout se passe bien. Merci et bonne nuit, Wilby. Ça veut dire quoi, ça?
Bah ça veut dire en fait, elle nous confie papy, quoi. Dans le quartier, il ne faut pas qu'il y en ait un qui le brusque. On est le 10/12/2010. Le 10 décembre, soit 2 jours avant l'élection municipale de 2010. Et dans ces 2 réunions, il s'est distribué des enveloppes? Oui, dans le quartier, il s'est distribué des enveloppes. Oui. Dans chaque appartement, il a dû distribuer entre 40 et 60 000 euros. Quelques jours auparavant, Serge Dassault aurait lui-même envoyé un SMS à notre témoin. C'est traduit par quoi? Il m'envoie « Surtout ne diffusez pas ma participation ». Ça veut dire quoi, ça? Il ne faut pas dire que M. Dassault donne des enveloppes en ce moment, c'est ce qu'il voulait dire. À cette époque, notre témoin affirme avoir assisté à un drôle de défilé. La scène se serait déroulée dans la résidence du milliardaire, en présence de Jacques Le Bigre, l'autre homme de confiance du baron des Cités. On avait M. Dassault qui était avec M. Jacques Le Bigre de l'autre côté dans leur grand bureau de réception. Et ils ouvraient la porte, ils appelaient personne par personne. Les gens rentraient dans le bureau, insistaient sur le fait qu'ils allaient faire voter Dassault ou faire voter Bechter, eux et leur famille. Les gens expliquaient leur cas et en fonction, ils demandaient. Pour certains, ils étaient plus gourmands que d'autres. Ce jour-là, lui aussi aurait récupéré du cash auprès de Serge Dassault, dit SD. Une enveloppe de 10 000 euros. Monsieur Dassault est assis, Jacques est assis. Il y a une mallette à côté de Jacques. Et c'est SD qui a ouvert la mallette et qui nous a donné l'enveloppe. De la main à la main? De la main à la main. En ouvrant la mallette, j'ai constaté qu'il y avait une trentaine d'autres enveloppes. J'ai vu un 25 000 euros sur une enveloppe, j'ai vu un 5 000 euros sur une autre. Je ne dirais pas que Serge Dassault est un mafieux. Je ne dirais pas que M. Jacques Le Bigre est un mafieux, que M. Bechter est un mafieux. Je dis simplement que ce sont des personnes qui pensent que la puissance de l'argent peut tout leur permettre. Mais lors de cette campagne de 2010, un énorme grain de sable serait venu gripper le système Dassault. Cette année-là, Serge Dassault aurait promis aux jeunes des cités de leur verser 1 700 000 euros via 2 intermédiaires présumés. Côté mairie, une adjointe au maire de Jean-Pierre Bechter. Et côté cité, un certain Younes Bounouara. Younes Bounouara aurait été le principal agent électoral de Serge Dassault dans les cités de Corbeil. C'est ce qu'affirme l'ancien adjoint à la jeunesse. Younes fait partie du système de corruption de M. Dassault? Oui, essentiel. Un des rouages, c'est très important. Il était très souvent dans les quartiers, sur le terrain, autour de lui, quand M. Dassault faisait le marché des Tarterets ou le marché d'Essonne. Il avait aussi un rôle d'accompagnement le jour des élections pour être sûr qu'on aille voter et qu'on vote dans le bon sens. Dans le sens de M. Dassault? Probablement. En 2010, les 1 700 000 euros promis aux jeunes des cités seraient bien arrivés dans les poches de Younes Bounouara. Mais l'intermédiaire ne les aurait pas redistribués. Certains jeunes se sentent trahis. Sans nous, ils ne seraient pas élus. Ça fait que pour nous, c'était une sorte de... C'était un travail. Et comme on n'a pas été payé, on a dit qu'on allait dévoiler le système. Pour dévoiler le système et surtout tenter de récupérer leur argent, ils déclenchent la guerre des vidéos. En 2012, les jeunes commencent par piéger Serge Dassault lui-même à l'aide d'une caméra cachée. Dans une vidéo que nous avons visionnée dans son intégralité, Serge Dassault reconnaît avoir versé les 1 700 000 euros à Younes Bounouara. Nos sources n'ont rendu public que ces courts extraits sonores. L'argent a été donné complètement, sans tout payer. Donc moi je donne plus à tout ce que ce soit. Alors puis je vais faire des voitures. Ça, je donnerai. Là, je ne peux rien donner, je ne peux rien sortir, c'est interdit, je suis surveillé par la police. Serge Dassault aurait donc payé 1 700 000 euros pour acheter des voix en 2010. Une personne va confirmer cette thèse. C'est l'autre intermédiaire, l'adjointe au maire de Jean-Pierre Bechter, piégée elle aussi. J'ai appelé SD, j'ai vu SD, tu le sais très bien. Moi, je peux juste poser une question. SD, il a bien versé l'argent. Il l'a versé ou pas? Moi, est-ce qu'il l'a touché, Younes? Mais oui, vous le savez très bien. Pour multiplier les preuves, ces jeunes vidéastes piègent aussi un ancien président du Conseil général de l'Essonne qui se lâche sur Dassault et ses hommes. C'est un voyou en cravate, c'est tout. C'est un puits sans fond, quoi. C'est un merdier, c'est complètement pourri.
Dassault et Bechter, hein, je les associe tous les deux. Bien sûr. C'est Dupont et Fondu. Le système Dassault, c'est un système qui peut foutre 8, 10, 12 millions dans la campagne électorale et que le pognon, je veux dire, ça attire tout le monde. Dernière vidéo compromettante. La confession à son insu d'un maire adjoint UMP de Jean-Pierre Bechter. Les Bechter et les Dassault, eux, ils arrivent avec des enveloppes de 30 000, 40 000 euros, il faut péter les cabots aux jeunes. Les jeunes, ils s'achètent des caisses, des machins. En décembre 2012, le Canard enchaîné révèle l'existence de certaines de ces vidéos. Du coup, à Corbeil, la tension monte d'un cran. Le 19 février 2013, les auteurs de ces vidéos se font tirer dessus alors qu'ils se garent près du bar de Younes. Il y a un blessé grave. La justice ouvre une information judiciaire pour tentative d'assassinat. Le tireur présumé, ce serait Younes Bounouara. L'homme est en fuite depuis les faits. Qu'en pense le maire de la ville, Jean-Pierre Bechter? Y a-t-il un lien entre cette tentative d'assassinat et le système présumé d'achat de voix mis en place à Corbeil? Nous avons tenté de lui poser ces questions. Et pourquoi vous m'empêchez de faire mon travail? Regardez, vous avez un journaliste vigile. sauf vous. Mais monsieur, on veut simplement vous poser des questions, ça vous pose des problèmes? Au lieu. Voilà, c'est ça votre réaction? Ciao. Drôle d'ambiance à Corbeil-Essonnes. Depuis la tentative d'assassinat, le maire se barricade dans sa mairie, protégé par des vigiles. Baisse ta caméra. Ce jour-là, il y a conseil municipal. Une réunion ouverte au public et à la presse. Enfin, en principe. Vous ne filmez pas. Non. Calmez-vous. Faites appeler les responsables de la mairie. Ne prenez pas ces décisions. Ne prenez pas ces initiatives. Les élus d'opposition exigent que la presse puisse rentrer. Le conseil ne commencera pas si la presse ne peut pas rentrer dans la salle de l'hôtel de ville. Monsieur le policier, vous pouvez faire respecter la loi? c'est une séance publique ouverte à la presse, à n'importe quel kidam. C'est comme ça. J'imagine que vous êtes payé par la mairie. Oui. Donc vous êtes là pour faire respecter la loi. Ou alors c'est que monsieur le maire, c'est un chef de gang. C'est autre chose. Le commissaire, lui, a le droit de rentrer. Est-ce que je peux vous suivre, monsieur le commissaire? Non, vous pouvez pas me suivre. Eux m'autorisent à rentrer, mais ils vous autorisent peut-être pas à rentrer. À Corbeil, les vigiles de la mairie imposent leur loi, même au commissaire de police. Parlez au préfet? Oui. C'est le maire qui doit régler cette affaire. Vous n'avez pas contact avec lui? Le préfet doit pouvoir dire à monsieur le maire que tout le monde peut rentrer dans la salle du conseil municipal à Corbeil-Essonnes. Sauf s'il y a huis clos, tout le monde peut rentrer, c'est la règle. Bon, je vais voir si je peux le joindre. Vous pouvez me rappeler sur mon portable, merci. Au revoir. Ce soir-là, même le représentant de l'État dans le département n'arrivera pas à faire respecter la loi. Nous tentons une dernière fois d'interviewer Jean-Pierre Bechter. Ces vigiles vont l'exfiltrer par une porte dérobée. Monsieur Bechter, on voudrait vous poser une question. Pourquoi tant de nervosité? Votre épouse va bien? Mais comment allez-vous, monsieur? Pourquoi tant de Dites nervosité? bonjour à votre épouse de ma part. Pourquoi vous voulez pas répondre à nos questions? Je vous simplement vous votre poser une épouse. question, monsieur Bechter. Vous Mais entrez regardez, dans la classe vous du nous empêchez dessus. de travailler Mais arrête, ne me pousse pas! En mars 2013, la justice a ouvert une information judiciaire pour achat de voix, corruption et blanchiment d'argent. Comment le patron de l'UMP vit-il cette situation délicate pour Serge Dassault, propriétaire du Figaro et maillon incontournable de la droite française? Ce soir d'avril 2013, Jean-François Copé organise un grand meeting sur les terres du milliardaire. Ça va? Salut Serge. Ça va? Merci d'être venu. Bah, tu peux. Ah bah oui, My pleasure. c'est bien. Puis il fait beau. Bonjour. Ça va? Manifestement, entre Jean-François Copé et les hommes de Corbeil, l'ambiance est au beau fixe. Jean-Pierre Bechter, le maire de Corbeil. On ne présente plus. Et Jacques. L'insubmersible Jacques Lemay. Pour les cadors de l'UMP, comme pour les militants du département, Serge Dassault reste un modèle. J'ai l'honneur, monsieur Dassault. Toujours jeune, c'est bien ça. Continuez longtemps comme ça encore. La France a besoin de vous.
À la tribune, les hommages appuyés au patron du Figaro s'enchaînent. Je n'oublie pas, et aucun d'entre nous n'oublie ici, mon cher Serge, tout ce que tu as fait pour changer, pour transformer Corbeil, avec des pots de bananes qu'on t'a mis... Avec des pots de bananes à répétition que tu as toujours su éviter. Sache-le, et je te le redis chaque fois, mais je le redis ici avec la même sincérité, tu es pour nous un exemple. Merci à toi, Serge, d'être le sénateur et l'entrepreneur courageux que tu es. Ton patriotisme est une leçon pour nous. Vive l'UMP, vive la République et vive la France. Je vous embrasse. Merci à vous. Monsieur Dassault, est-ce que la vie politique française a besoin de plus de moralisation? Ce soir-là encore, Serge Dassault évitera les questions de notre équipe. Vous êtes un peu rattrapé par les affaires, là. Le seul qui ait accepté de nous répondre, c'est son homme de confiance, Jacques Le Bigras. Aujourd'hui, on parle d'un système d'assaut à Corbeil-Essonnes. Ah oui, mais ça, j'ai entendu parler effectivement de ce genre d'accusation. Vaguement. Vous êtes... Ah non, pas vaguement. Les médias se sont fait régulièrement l'écho d'un certain nombre d'insanités que nous dénions. Moi le premier. Et je ne pense pas que M. Dassault ait franchi les limites de ce qui était acceptable. Quelques semaines après ce meeting, Jean-Pierre Bechter était placé en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur la tentative d'assassinat. À ce jour, il n'a pas été mis en examen. Après les documents révélés par Mediapart, les avocats de Serge Dassault ont publié un communiqué sur le site du Figaro, propriété du milliardaire. Il est en effet arrivé à M. Serge Dassault d'accorder un soutien financier à des familles ou à des jeunes en difficulté, mais toujours en dehors de toute démarche électorale. Serge Dassault a porté plainte pour tentative d'extorsion de fonds. Le cas de Corbeil implique des élus UMP, mais à gauche aussi il y a des barons qui dérapent. Et pour cause, le Parti socialiste dirige la majorité des départements et la quasi-totalité des régions, 21 sur 22. Exemple, le Nord-Pas-de-Calais et son baron incontesté depuis 40 ans, Daniel Percheron. Pendant 25 ans, il a dirigé la fédération socialiste la plus puissante de France, celle du Pas-de-Calais. Il y régnait avec d'autres barons locaux du PS, comme Jean-Pierre Cuchéda, longtemps député-maire de Liévin, ou Gérard d'Allongeville, ancien maire d'Hénin-Beaumont. Aujourd'hui, cette fédération et ses barons sont dans le viseur de la justice. En enquêtant sur place, nous avons recueilli des témoignages évoquant deux types de malversations. Du financement illégal de partis politiques et pour commencer, un système de fausses cartes de militants. Un grand classique, à droite comme à gauche. Au PS, en novembre 2008, 230 000 militants doivent élire leur première secrétaire, Ségolène Royal ou Martine Aubry. Le 21 novembre à 23 h, Royal semble en tête. Immédiatement, les partisans de Martine Aubry protestent. Si quelqu'un donne aujourd'hui à ce temps-là des chiffres, c'est qu'on est en pleine manipulation. Dans la nuit, retournement de situation. Certaines fédérations, dont celle du Pas-de-Calais, auraient si massivement voté pour Aubry qu'elle serait repassée devant Royal. Cette fois, ce sont les lieutenants de Ségolène Royal qui protestent. Ce qui est en train de se passer ce soir est scandaleux. Il y a eu de la fraude, il y a eu de la tricherie. Quand on veut représenter la société française, on doit être exemplaire. Après 4 jours de tractation, Martine Aubry est déclarée vainqueur. Malgré les soupçons de fraude, tout le monde rentre dans le rang. Le match est terminé. Game is over. La question n'est plus de savoir qui a perdu ou qui a gagné. Nous aurons tous perdu si nous ne sommes pas capables de nous rassembler. La maire de Lille devient patronne du PS. Il n'y aura pas d'enquête sur les soupçons de bourrage d'urne, notamment dans le Pas-de-Calais. À l'époque, la responsable du mouvement des jeunes socialistes du département constate pourtant que les listes d'adhérents du PS
sont artificiellement gonflés. Lors du scrutin de 2008, son nom apparaît dans 4 bureaux de vote différents. Je me rendais régulièrement en fédération où j'avais un bureau au MJS tout simplement. Donc voilà, j'ai vu sur le listing Rosam, donc celui qui autorise les personnes à voter, les militants à voter, que j'étais dans 4 bureaux de vote tout simplement. Donc, Si c'était le cas pour vous, est-ce que c'était le cas pour d'autres ? Écoutez, j'ai vu aussi mon père qui était carté dans une section alors qu'il n'a jamais pris sa carte au Parti Socialiste. Donc les listings, etc. étaient faussés. Des personnes décédées également qui étaient présentes aussi sur ces fichiers, tout simplement. Certains responsables du PS local ont ainsi eu la possibilité de faire voter qui ils voulaient pour leur candidate favorite. Pourquoi ? Pour avoir du poids au niveau du national. Le 26 août 2009, choquée par les pratiques frauduleuses de sa fédération, elle écrit à Martine Aubry. Considérez ce courrier comme un appel au secours d'une jeunesse socialiste trop longtemps outragée. Vous avez eu une réponse ? Jamais. J'ai jamais eu de réponse. Au cours de notre enquête dans la Fédération socialiste du Pas-de-Calais, nous avons recueilli d'autres témoignages, évoquant cette fois du financement illégal de partis politiques. Bonjour. Bonjour. Ça va bien ? Ça fait longtemps, et vous ? Le retour à Hénin. Ancien maire PS d'Hénin-Beaumont, condamné pour détournement de fonds publics, Gérard Dallongeville va nous faire des révélations sur sa campagne municipale de 2001. Elle aurait été en partie financée par des entreprises locales, et ce d'après lui, grâce à Jean-Pierre Cucheda, un autre baron du Nord. Jean-Pierre Cucheda m'envoie 2-3 entrepreneurs du BTP qui effectivement, en espèces, financent ma campagne. Donc ces espèces seront versées par des militants à travers des chèques qui vont officialiser ce blanchiment d'argent d'entreprise dans la campagne électorale. En clair, des militants socialistes auraient récupéré l'argent liquide des entreprises pour établir des chèques à l'ordre du PS. Ça s'appelle de la corruption, ça s'appelle du blanchiment, ça s'appelle du financement illégal de partis politiques. Aujourd'hui, la justice enquête sur ces accusations de Gérard Dallongeville. Les éléphants du PS auraient longtemps fermé les yeux sur ces pratiques. Exemple, un coup de téléphone que reçoit Jean-Pierre Cucheda en 2011. Le député maire de Liévin est alors visé par une enquête pour abus de biens sociaux dans un autre dossier. Au bout du fil, un certain François Hollande. Il a besoin du soutien de la Fédé du Pas-de-Calais pour être désigné candidat à la présidentielle de 2012. C'est un coup de fil entre François Hollande et moi-même. Il me dit de tenir, c'est tout. À juste titre. Mais lui, il est engagé dans une partie difficile également. Rappelez-vous quand même de toutes les critiques dont il était l'objet à la même période. Ça n'était pas du tout évident pour lui. Quand il vous dit de tenir, ça veut dire quoi ? De tenir, de ne pas prêter attention, si vous voulez, aux ragots qui ont pu être développés pendant cette période. Donc vous avez une oreille attentive et quelqu'un qui vous soutient au téléphone ? Ah ben absolument. Aujourd'hui, le pouvoir s'est déplacé de l'État vers les pouvoirs locaux et au Parti socialiste, c'est la même chose. Finalement, le leadership des dirigeants nationaux doit de plus en plus composer en fait, avec ces barons locaux, ces notabilités locales qui ont pris un pouvoir considérable et qui font et défont les majorités au Parti socialiste. En 2013, Jean-Pierre Cucheda a été condamné à 30 000 € d'amende pour abus de biens sociaux. Il a utilisé la carte bancaire de l'office HLM qu'il présidait pour 47 000 € de frais personnels. Malgré cette condamnation, il préside toujours l'agglomération de Lens-Liévin et jouit toujours du soutien du président socialiste du Conseil régional du Nord-Pas-de-Calais. Monsieur Cucheda, qui était à Béthune, vous avez suivi son procès ? De loin, oui, mais je connais bien, il m'en a parlé. Bien sûr, il n'y a pas eu de dérive, pas du tout. Là, vous-même, vous faites ce métier qui est nouveau, qui est par certains côtés intolérable, qui est un métier... vous êtes dans la justice médiatique. Pas du tout, je vous pose Vous êtes avec la photo de M. Cucheda dans votre poche, comme un petit Sherlock Holmes qui pense qu'il a des choses à dire aux politiques. Pour Daniel Percheron, tout va bien à la Fédération socialiste du Pas-de-Calais. Tout va bien chez les élus PS. Revenu dans l'hémicycle du Conseil régional, le baron du Nord va nous envoyer une dernière pique. Publique cette fois.
La chasse aux élus bat son plein, bien sûr. Il y avait tout à l'heure Canal+ ici, avec sa médiocrité en bandoulière. Hein. Nous sommes vraiment ici, dans le Nord-Pas-de-Calais, des élus au carré. Faisons-nous confiance. Daniel Percheron semble confiant, mais la direction du Parti socialiste beaucoup moins. Car le Pas-de-Calais fait partie des 2 fédérations placées sous tutelle, c'est-à-dire désormais gérées depuis Paris. La seconde se situe à l'autre bout de la France, dans les Bouches-du-Rhône. Voici les titres de l'actualité de ce mardi 2 avril. Jean-Noël Guérini et son frère Alexandre sont auditionnés dans le cadre d'une garde à vue à la gendarmerie Beauvau à Marseille. Le sénateur socialiste et son frère sont entendus dans le cadre d'un dossier relatif à des marchés publics présumés frauduleux dans le département. À Marseille, tout le monde a entendu parler de l'affaire Guérini, du nom du président du Conseil général Jean-Noël et de son frère Alexandre. Marchés publics truqués, corruption, clientélisme. La justice enquête aujourd'hui sur ce qu'elle appelle un système à caractère mafieux. Mais de quoi soupçonne-t-on exactement Jean-Noël et Alexandre Guérini? Quels liens unissent les 2 frères? Pourquoi la direction du Parti socialiste semble impuissante face à ces barons du Sud? L'histoire de la famille Guérini ressemble à celle de beaucoup de Corses qui quittent leur île pour trouver du travail sur le continent. Arrivé à Marseille dans les années 50, Jean-Noël, l'aîné, prend sa carte au PS à 16 ans. Sans diplôme, il fait toute sa carrière dans un office HLM de Marseille. À 26 ans, il devient conseiller municipal de la ville. Le maire, Gaston Defer, est son parrain en politique. 20 ans plus tard, Jean-Noël Guérini est élu sénateur et président du Conseil général des Bouches-du-Rhône. Son frère cadet Alexandre part lui aussi du bas de l'échelle, avant de faire fortune dans le traitement des déchets. Décryptage d'un journaliste marseillais. Alexandre, c'est un plombier au départ, c'est un petit plombier. Hein, il réparait des tuyaux, quoi, voilà, hein, quand ça fuitait. Oh, et bien voilà, il est devenu un grand entrepreneur et surtout un monsieur. J'allais dire un caïd, mais je ne le dirai pas. Pour comprendre pourquoi les frères Guérini sont dans le viseur de la justice, il faut s'intéresser à leur pouvoir et à leur domaine d'activité. D'un côté, il y a Jean-Noël. Le patron du Conseil général gère un budget de plus de 2 milliards d'euros par an. Il a la main sur les marchés publics du département, la gestion des déchets, les grands chantiers. De l'autre, Alexandre. L'homme d'affaires millionnaire est au cœur d'un réseau d'entreprises géré par des proches, avec des intérêts dans le BTP, les déchets, l'immobilier, la finance et la communication. Le patron Alexandre cherche-t-il parfois à influencer l'élu Jean-Noël pour qu'il lui attribue des marchés publics? Quels sont les rapports entre Jean-Noël Guérini et son jeune frère Alexandre? Le chef de famille, c'est Alexandre. Il exerce un ascendant sur Jean-Noël Guérini. Physique, moral et personnel. Ça date pas d'hier, ça. C'est familial. Il a de la poigne, il sait se faire respecter, il peut se battre avec n'importe qui, n'importe quand. Il peut hurler. Il peut faire peur. Surnommé Monsieur Frère, Alexandre, lui aussi militant socialiste, n'a aucune fonction officielle au département. Pourtant, les collaborateurs de son frère, c'est souvent lui qui les choisissait. Témoignage de l'ancien directeur de cabinet de Jean-Noël Guérini, lui-même recruté sur les conseils d'Alexandre. Il était de toutes les campagnes, celle de son frère, celle des copains, il était partout, il était archi connu, tout le monde connaissait Alexandre, tout le monde était ami avec Alexandre. Il est un éminent conseiller de son frère et, de mon point de vue, bien meilleur stratège. Manifestement, il s'est servi un peu de ces différentes touches pour d'autres... Pour les marchés publics, là. Entre autres. Depuis 4 ans, un juge enquête sur les frères Guérini. À ce jour, Alexandre Guérini est mis en examen pour association de malfaiteurs, blanchiment, corruption, détournement de fonds publics et trafic d'influence. En décembre 2010,
son frère Jean-Noël prenait ses distances. Je ne suis concerné ni de près ni de loin par les affaires ni les entreprises de mon frère. Lui, c'est lui, moi, c'est moi. Sauf que Jean-Noël Guérini aussi a été mis en examen pour association de malfaiteurs, détournement de fonds publics, favoritisme et trafic d'influence. Aujourd'hui, la justice soupçonne les frères Guérini d'utiliser leur réseau pour détourner de l'argent public. Une accusation dont Jean-Noël s'est toujours défendu. Jamais, au grand jamais, je n'ai pris des libertés avec la loi. Je vais prouver mon innocence et l'immense manipulation politique. L'affaire Guérini est tentaculaire et repose sur des dossiers très concrets. Nous nous sommes intéressés à l'un d'entre eux. Il concerne les pompiers des Bouches-du-Rhône et impliquerait les deux frères Guérini. Jean-Noël Guérini, président du Conseil général des Bouches-du-Rhône, sénateur des Bouches-du-Rhône. Au nom de Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône, nous vous remettons la médaille d'honneur bronze pour acte de courage et de dévouement. Chez les pompiers, le président du Conseil général décide de tout. Du budget, du recrutement et des grands chantiers. C'est justement l'attribution du marché d'une caserne à La Ciotat qui fait aujourd'hui polémique. En 2005, comme la loi l'y oblige, le Conseil général met en concurrence plusieurs entreprises pour la construction de cette caserne. Pour choisir la meilleure, le département a mandaté une société qu'elle contrôle, 13 Développement, dirigée par Jean-Marc Nabitz. 4 dossiers sont étudiés. Premier élément troublant, sur chaque critère technique, une seule société obtient toujours la meilleure note, 10 sur 10. Cette entreprise, c'est ABT, gérée par un certain Damien Amoretti. Deuxième élément troublant, ABT est toujours la moins chère. En juin 2005, 13 Développement lui confie donc le chantier. Aujourd'hui, certains pompiers des Bouches-du-Rhône accusent. ABT aurait remporté le marché grâce à ses liens avec Alexandre Guérini. La société qui a été choisie s'appelle ABT. C'est une société dont le gérant, M. Amoretti, et c'est un associé de M. Alexandre Guérini, le frère de Jean-Noël Guérini, le président du Conseil général. Alexandre Guérini aurait-il usé de son influence pour que la société ABT décroche le marché de la caserne? Devant les enquêteurs, un autre témoin clé, le patron de 13 Développement, va venir confirmer cette accusation. J'avais des consignes d'Alexandre Guérini par rapport à ABT. On n'avait pas le choix. Les gendarmes lui posent alors la question clé. Pensez-vous que cela ait pu échapper à son frère Jean-Noël? Non. Alexandre Guérini parlait au nom de Jean-Noël Guérini de manière systématique. La parole de l'un valait celle de l'autre. Entre 2005 et 2008, ABT réalise 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, en grande partie grâce au marché du Conseil général. Pour en savoir plus sur ABT, nous nous rendons devant l'ancien siège de la société. Coup de chance, nous tombons sur l'ex-gérant qui arrive avec son chauffeur. Ouais. Bonjour. Ah, on travaille pour Canal+. Vous êtes Damien Amoretti, c'est ça? Vous voulez nous dire 2-3 mots? Damien Amoretti, dit le ferrailleur, a bien été un associé d'Alexandre Guérini. En enquêtant sur ce fameux Amoretti, la justice a découvert qu'il était lié à la pègre marseillaise. Car derrière ABT, il y a un certain Bernard Barézy, une figure du grand banditisme. Alexandre Guérini fréquentait-il Bernard Barézy? Difficile de le prouver. Ce que les enquêteurs ont établi en revanche, c'est qu'en 2009, Alexandre Guérini est intervenu personnellement pour obtenir un logement social du Conseil général à la première femme de Barézy. Mais qui savait que c'était la femme d'un gangster international? Barézy, c'est un nom corse, c'est courant. Mais même si j'avais su, j'aurais pas moufté. À Marseille, Alexandre Guérini en impose. Alexandre est fasciné par les voyous dont il s'inspire. Quelquefois, il a dans la ceinture quelque chose qui ne ressemble pas à un stylo. Le
Le 2 avril 2013, les deux frères Guérini sont convoqués chez les gendarmes. Pour la première fois, le juge veut les confronter à propos d'un marché public présumé frauduleux. Dans les Bouches-du-Rhône ce jour-là, on chuchote que les frères Guérini vont tomber. Coïncidence, c'est ce même 2 avril qu'Arnaud Montebourg débarque à Marseille. Il est la seule figure nationale du PS à avoir dénoncé les dérives du système Guérini. Comment ça va ? En accompagnant Arnaud Montebourg, les adversaires de Jean-Noël Guérini apprennent une mauvaise nouvelle. Sa garde à vue vient de s'interrompre. L'un d'eux, Michel Peset, nous met au parfum. Le président du Conseil général vient de dire aux gendarmes qu'il se sentait faible. Je ne sais pas s'il fait le beau, je ne sais pas s'il a pris une pilule, je ne sais pas ce qu'il a fait. Et donc, il y avait manifestement une cellule médicale qui était prévue. Et là, ils l'ont envoyé à l'hôpital. Et il y est pour combien de temps? Ce soir. Il ne reviendra pas chez les gendarmes ce soir ou demain? Il va encore tailler le truc, hein. Il va tailler les confrontes, il va tout tailler là. Je ne sais pas ce qu'il nous a encore sorti comme carte. Tailler les confrontes. Autrement dit, Jean-Noël Guérini a échappé au face-à-face avec son frère Alexandre. Bien, monsieur le député maire, cher Patrick, mesdames et À la tribune, Arnaud Montebourg prend la parole, mais il est en colère. À Paris, son collègue ministre du Budget, Jérôme Cahuzac, vient d'avouer qu'il avait bien eu un compte en Suisse. Ce soir, j'ai été submergé par la tristesse et la colère. Et monsieur Cahuzac n'avait pas le droit de nous faire cela. Cahuzac, Guérini. Sale journée pour le Parti socialiste. Vive Marseille, j'espère bientôt libre. Vive le redressement productif, vive la République et vive la France. Est-ce que le Parti socialiste a fait suffisamment avec ces barons? Ben, c'est pas les barons, c'est celui-là. D'abord, il était exclu du Parti socialiste. Le Parti socialiste ne peut pas fermer les yeux, donc il n'a pas fermé les yeux. Il a été exclu, M. Guérini? Bien sûr, depuis longtemps, il n'est plus socialiste. Bon. Le problème, c'est qu'Arnaud Montebourg se trompe. Non, je suis un simple militant. La preuve? Alors? La voilà. Sur ces images tournées fin 2012 à la Fédération socialiste des Bouches-du-Rhône, Jean-Noël Guérini participait à un vote interne du PS. Merci. Merci à vous, monsieur le président. À bientôt. Au revoir, les amis. À ce jour, le président du Conseil général est toujours adhérent du PS. Et ça énerve certains militants socialistes marseillais. Salut les jeunes. Allez, au revoir. C'est quand même une honte que tu sois là. Allez. Je te le dis, c'est une véritable honte. Ça, c'est un adhérent, j'ai 30 ans de parti, chers camarades. Oui, ben moi aussi. Le président de la République a demandé qu'il démissionne, le premier secrétaire a demandé qu'il démissionne, c'est un véritable scandale. Démissionner alors que la justice n'est pas passée, c'est l'avocat qui vous parle. Mais je ne suis pas guériniste, moi je l'avais jamais rencontré jusqu'à ce soir. Non, tu n'es pas guériniste. Non, pas du tout. Eh ben, je l'ai jamais rencontré. Choisis, chers camarades, Non, mais... choisis les causes à défendre, choisis celles que tu peux. Hein, mon cher camarade, moi je te le dis, Harlem a dit Jean-Noël doit partir, c'est une honte pour notre parti. Toujours aussi influent chez les socialistes des Bouches-du-Rhône, Jean-Noël Guérini reste indéboulonnable au Conseil général. Malgré ses nombreuses mises en examen, il préside toujours l'Assemblée du département. Comment allez-vous, monsieur le président? Très bien, voilà, en pleine forme pour faire la séance publique. Et ravi de vous voir, cher monsieur. Moi aussi, monsieur Guérini. À gauche comme à droite, les conseillers généraux viennent saluer Monsieur le Président. Le docteur. André, je t'embrasse, on s'embrassera tout à l'heure. Bon. Ce jour-là, comme chaque année depuis le début de l'affaire Guérini, le Conseil général organise un vote un peu spécial. Mes chers collègues, je déclare, il est 9h, la séance ouverte. Je passe pour quelques secondes la présidence à Daniel Comte, puisque le rapport me concerne. Je quitte la séance quelques instants. Les élus doivent décider si cette année encore, les contribuables des Bouches-du-Rhône paieront certains frais d'avocat de Jean-Noël Guérini. On dépend
notre président, comme on défendrait n'importe qui d'entre vous qui serait attaqué par la justice. La droite vote contre, mais l'immense majorité des élus socialistes votent pour. Seuls 3 élus PS s'abstiennent, dont Michel Peset. Parmi les conseillers généraux, vous avez énormément de maires. Et les maires sont extrêmement dépendants des finances du conseil général. Et c'est toujours, si tu n'es pas avec moi, je te couperai les vivres. Et les maires sont à 1 an de l'élection, ils souhaitent finir certains travaux, ils se sentent prisonniers. Je pense qu'il y a beaucoup de ça. Il y a une espèce de peur. En 2013 encore, ce sont les contribuables des Bouches-du-Rhône qui paieront une partie des frais d'avocat de Jean-Noël Guérini. Nous avons fait un très long chemin ensemble et nous allons le continuer au fil du temps. Je sais qu'il y en a qui doivent avoir les boyaux qui se tordent de m'entendre, mais c'est ainsi. Je vous remercie, amis socialistes, de votre fidélité. Et on s'est levé, merci. Voilà, merci. Salut. Hé, les gars, vous pouvez aller manger, oh. Personne ne vous interdit, oh. Avec plaisir, mais moi j'ai... c'est l'argent public, là, oh. Allez. Il est indéboulonnable au Conseil général, monsieur Guérini? Juridiquement, oui. Parce que la loi n'a pas prévu, pour les maires, pour les présidents de région, pour les présidents de conseils généraux, qu'il puisse y avoir une motion de censure. Ce qu'il y a d'extravagant dans ce pays, vous pouvez renverser le Premier ministre, mais vous ne pouvez pas renverser un maire ou un président de conseil général. Des élus locaux quasi intouchables. Qu'en pense notre président de la République, ancien premier secrétaire du PS? Vous avez un président du Conseil général socialiste mis en examen 3 fois. Est-ce que c'est normal? Depuis que je suis président, la justice est indépendante et je lui demande d'aller jusqu'au bout sur toutes les procédures, quelles que soient les personnes qui sont mises en cause. Jusqu'au bout. Est-ce que M. Guérini devrait quitter ses fonctions, selon vous, Monsieur le Président? En France, difficile de remettre en cause le pouvoir des barons locaux. À Marseille, le procès de Jean-Noël Guérini n'est toujours pas programmé. Dans le Pas-de-Calais, la justice continue d'enquêter sur un financement présumé occulte de la Fédération socialiste. En juillet 2013, le Sénat à majorité socialiste refusait de lever l'immunité parlementaire du sénateur UMP Serge Dassault.